Ça fait une demi-heure. C'est AI Astrimatran, bonjour. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est l'anthropomorphisme. Alors qu'est-ce donc? D'après le petit dictionnaire donc, du Larousse, l'anthropomorphisme vient du grec anthropos qui signifie homme et morphé forme. C'est donc cette tendance qu'a l'espèce humaine à attribuer aux animaux, aux créations mythiques, aux humanoïdes, aux robots, objets en tout genre, des traits de caractère qui sont propres à l'humain. Notre très cher Homo sapiens, homme moderne, homme qui sait, celui qui sait, a toujours eu un besoin d'un principe explicatif du monde, du fonctionnement du monde. Il aime bien trouver une réponse au pourquoi, au comment, etc. Et ce petit Homo sapiens, dès son plus jeune âge, est abreuvé par des personnages animaliers qui sont humanisés, qu'il s'agisse aussi bien des fables de La Fontaine, qui utilisent les animaux, nous, en tout cas à l'école, pour des visées pédagogiques, de tous ces dessins animés de Walt Disney, ou de très nombreux autres studios. Ainsi, notre petit Homo sapiens sapiens est bien accès à un nombre très impressionnant d'animaux qui sont humanisés. Et si on devait en retenir un, parlons de Picsou, qui est connu comme étant un canard très avare. On s'en doute bien que dans le monde réel, notre canard a peu d'intérêt pour l'argent. Bien entendu. Alors pourquoi cet anthropomorphisme est un problème? Car bien souvent, la plupart des humains veulent bien faire concernant leurs animaux, mais ça peut donner malheureusement des situations qui ne sont pas forcément source de bien-être pour les animaux, voire bien pire. Alors pourquoi? Eh bien, d'une part, on va parfois. Cette situation est source de quiproquos, comme je vais le détailler un petit peu plus tard, donc d'incompréhension. Qui dit incompréhension, problème de communication, et quand on ne se comprend pas, ça peut vraiment dégénérer. Et d'autre part, l'être humain peut être amené à proposer des solutions dans l'environnement de l'animal qui ne lui correspondent pas, en pensant bien faire, mais qui peut aussi donner naissance à des situations non seulement pas adaptées, voire génératrices d'angoisse et de bien d'autres problèmes. Mais, fort heureusement, nous avons une magnifique solution qui s'appelle l'éthologie. L'éthologie est la science des comportements des espèces animales dans le milieu naturel. Ainsi, elle s'est beaucoup développée ces dernières années grâce à de nombreuses études et nous explique clairement que chaque animal vit dans un monde perceptif qui lui est propre. C'est ce qu'on appelle un Umwelt. Un monde de perception, d'odeur, de couleur, de bruit, où chaque espèce qui lui est vraiment propre en fonction de ses capacités. Par exemple, un éléphant va avoir des capacités olfactives plus importantes qu'un chien, ce qui peut expliquer pas mal de choses. Tout comme la vision d'un cheval, qui est bilatérale, ne sera pas sur la même base de palette de couleurs que celle d'un chat. Donc, en fonction des espèces, donc les instincts, donc les besoins physiologiques ne seront bien sûr pas les mêmes, et on peut aller plus loin en termes de lignée et en termes de tempérament. Il est vraiment donc très important d'avoir conscience que par notre interprétation via ce prisme humain, cela donne lieu à de nombreux quiproquos. Et réellement. Alors si on devait donner quelques exemples, parfois un chat peut être qualifié à défaut de voleur ou de fourbe. Mais pourquoi donc Pourquoi donc va-t-on qualifier un chat de voleur ou de fourbe? Tout simplement parce que parfois un humain peut être en colère qu'il a abandonné durant quelques minutes dans la cuisine un petit morceau de viande et, et notre chat aurait profité de cet instant pour pouvoir déguster ce morceau. Mais qu'en est-il en réalité? La notion de propriété privée ou notion de vol, et bien entendu, ce sont des notions qui n'existent absolument pas chez le chat, étant donné que ce morceau de viande a tout simplement été laissé sans surveillance par notre très cher humain, par son instinct de prédation, il lui a tout simplement répondu. Un autre exemple classique, le chat qui va être jaloux, que l'on qualifie de jaloux, car notre nouveau conjoint, ayant passé une nuit à nos côtés, ce dernier, soi-disant jaloux, aurait uriné à l'endroit ou à proximité de ce dernier. Non, tout ceci n'est encore qu'un biais cognitif dont la source est l'anthropomorphisme. Le chat ne peut pas être jaloux, comme nous le savons, ce sont des facultés cognitives hautes, supérieures qui n'existent pas chez les animaux, en raison d'un cortex préfrontal qui est quasiment ou peu développé chez l'animal. Par contre, le chat est un animal qui n'apprécie pas les changements de routine, et qui va témoigner donc exprimer son anxiété, ce stress,
par cette façon donc d'éliminer, dire que quelque chose ne va pas. Donc, sans oublier notre chien qui est têtu, qui n'écoute rien, qui n'en fait qu'à sa tête, mais avant de qualifier de toutes ces qualificatifs justement humains, peut-être serait-il judicieux de se poser plusieurs questions avant d'en arriver là. Eh bien, a-t-il été correctement éduqué? Car l'éducation est un processus qui prend du temps et l'animal doit, pour bénéficier de ses capacités d'apprentissage optimales ou totales, il doit être serein pour que tout se passe bien et bien entendu que les ordres, que la communication soit claire, soit répétée dans les mêmes circonstances, puisque sinon il ne pourra pas apprendre. C'est-à-dire, est-ce que l'animal comprend-il bien ce qu'on attend de lui? Est-ce que nous sommes clairs? Donc voilà, autant de questions en fait qu'il faut se poser, puisque ça peut être source de colère, d'inconfort, voire de mal-être en fait chez le chien. Donc il y a tout un tas de questions à se poser en fait avant de dire que son chien est têtu et qu'il n'écoute rien. C'est vraiment très important. Donc non seulement il y a des quiproquos, mais aussi il va y avoir donc un être humain qui va parfois proposer des solutions qui ne sont pas adaptées en fait aux animaux. Par exemple, depuis des années, nous avons vu un développement de florilèges, de vêtements des plus excentriques les uns que les autres, ou de sacs à main pour pouvoir mettre ces animaux dedans. Mais est-ce que ceci est toujours le plus adapté à eux? Il faut vraiment se poser la question en termes de bien-être. Par exemple, un exemple tout bête, nous avons froid, et nous considérons qu'il faut que nous couvrions notre animal. Mais est-ce peut-être que non. Peut-être qu'il faut se poser la question qu'en fonction de l'espèce, en fonction de son âge, en fonction des températures, en fonction de savoir s'il a été tondu ou pas, est-ce que c'est judicieux à ce moment-là d'aller couvrir cet animal qui vit en extérieur ou bien qu'on va les promener voilà, donc autant de questions qu'il faut se poser car vraiment, il est très très important de se pencher sur cette histoire donc d'éthologie. Alors si vous n'êtes pas en mesure, n'avez pas le temps en fait de vous pencher dessus, n'hésitez pas à vous rapprocher de professionnels qui eux sauront vous expliquer tout précisément la situation sous l'angle de l'animal avec ses connaissances afin d'éviter de tels quiproquos et de créer des situations qui peuvent être génératrices d'angoisse, voire dans les cas les plus extrêmes de danger, afin que nous répondions correctement à cette volonté de bien faire, mais de façon adaptée. Très belle journée à vous, merci beaucoup, au revoir.